Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. François Simard nous parle aujourd'hui d'astronomie, plus spécifiquement des techniques qu'il faut connaître afin de profiter au maximum de l'observation nocturne des différentes étoiles situées dans notre ciel. Donc, nous allons faire notre moment astronome amateur avec François. Donc, salut François. Salut Sébastien. Salut. Hey, donc, la dernière fois, on avait parlé justement des différentes spécialités d'astronomes amateurs. Puis on parlait de la photographie, de la conception de télescopes. On avait parlé justement du côté scientifique, le fait qu'il y en a qui aidaient un peu la science à évoluer dans ce domaine-là. Justement, entre l'enregistrement de nos chroniques, il est arrivé une petite nouvelle sur Internet, comme quoi qu'il y a des astronomes amateurs qui avaient découvert des exoplanètes. Puis là, je dis, c'est un bon moment, on va en parler un petit peu, puis après ça, on s'attaquera au reste de notre sujet habituel. Donc, c'est quoi cette nouvelle-là? Bien, ce qu'on a vu, c'est en fait justement qu'on parlait que les astronomes amateurs essayaient de contribuer à l'avancement de la science. Bien, c'est un bel exemple, comme tu disais. C'est un exemple un peu différent de ce que je parlais la dernière fois. Parce que ce qu'on a parlé dans une précédente chronique, c'était que les astronomes amateurs utilisaient leurs observations qui allaient communiquer après ça à des chercheurs. Là, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un télescope spatial qui s'appelle Kepler, qui recueille des données, donc fait des observations dans l'espace, et ces données-là sont mises à la disposition du grand public, et les gens peuvent tenter de détecter le signal d'exoplanètes à travers ces données-là. Il y a beaucoup de données, donc les chercheurs ont demandé au grand public de venir en renfort pour essayer d'identifier des exoplanètes là, dans cet amas de données. Là. OK. Kepler, ben c'est pas Hubble, là, c'en est un autre qu'ils ont mis en orbite? Oui, qui était destiné justement à faire la chasse d'exoplanètes. Et ils ont rencontré un pépin il y a quelques temps, là, et quand ils ont réussi à repartir le satellite, ils ont nommé la mission K2, probablement pour Kepler deuxième mission, et le système qu'ils ont détecté, qu'ils ont trouvé, là, ils l'ont nommé K2-138.
Et dans ce système-là de K2-138, ils ont détecté jusqu'à présent 5 planètes. Il y aurait 5 planètes confirmées et possiblement une 6e. Fait qu'on parle d'un système solaire là, qui pourrait s'apparenter à quelque part. Ben, surtout quand on regarde l'étoile, là, c'est une étoile, l'étoile K2-138A. Dans le fond, on part de A, puis après ça, on a B, la première planète, C, D, E, F. Oui. Les astronomes sont toujours très poétiques. C'est ce que j'allais dire, c'est très poétique. Ouais, c'est que donc quand on regarde l'étoile, c'est une étoile qui ressemble un peu à la nôtre, légèrement plus petite, légèrement plus froide. Là. Puis là, ben, avec 5 planètes au moins de confirmer. C'est que là, c'est sûr que les données continuent à être étudiées. C'est une découverte récente. Puis on ne serait pas étonné d'en voir une 6e. Là. Fait que, mais on pense que actuellement, ces planètes-là, qui seraient de la taille, ce serait supérieur à la Terre, inférieur à Neptune. Fait que les 5 planètes là se situeraient dans ce champ-là. Là, ouais. Puis on pense qu'il serait là, particulièrement chaud, là, quelque chose comme 427 degrés Celsius. Là. OK, ouais, pas mal plus chaud que la Terre. Donc c'est une orbite beaucoup plus proche que la Terre serait par rapport à leur planète, à leur soleil, excuse. Bon, pour ce qui est de la distance, là, ça, j'ai pas vu en détail là, dans l'article où il y en était. Là. Je me suis pas arrêté à ce détail-là. Ouais. J'ai vraiment regardé là, comment que la découverte s'est faite particulièrement. C'est ce qui m'intéressait davantage que le système lui-même. Puis, ben, dans le fond, c'est la plateforme, elle existe là, sur Internet qui s'appelle Zooniverse. C'est même qu'à la limite, on pourrait le déposer là, sur la page Facebook de Fantastica. Là. Oui. T'as coup que même des auditeurs pourraient être intéressés à participer à la chasse aux exoplanètes là, directement sur le site. Je suis allé faire un tour, puis je regardais comment que c'était arrangé. Là. Dans le fond, on fait comme un petit entraînement à découvrir un signal. Dans le fond, il utilise ce qu'il appelle la méthode du transit. C'est quand une planète passe devant son étoile, ben la lumière est partiellement cachée et les détecteurs de Kepler voient cette variation de lumière-là. Fait que de cette façon-là, on peut détecter qu'il y a une exoplanète qui vient de passer devant l'étoile. Ben probablement. Il faut le confirmer après. Là. Et dans le fond, l'esprit humain est encore plus performant actuellement que la machine pour détecter ça. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin des gens. C'est comme chercher un peu une aiguille d'une botte de foin. Plus on est à chercher, meilleures sont nos chances de la trouver. Fait que c'est un peu ce que les scientifiques font actuellement. Ben, ils font appel à beaucoup de chercheurs, puis on espère trouver le maximum d'aiguilles. Là, je vais probablement te poser une colle dans le sens que tu es à peu près de même âge que moi, donc tu devrais te rappeler de ça. C'est dans le bon vieux temps, là, regarde, je dirais peut-être 10-20 ans, on avait un screensaver qui partait là, puis qui était supposé comme de traiter des données justement venant de la NASA. Le SETI? Oui, ben c'est ça là. Oui, oui, non, ça fonctionne toujours ça. Oui, ok. Oui, parce qu'il accumule encore là. Les gens, il y en a certains qui appellent ça, ben c'est assez courant de voir des gens appeler ça de la science citoyenne. Fait que dans le fond, c'est de faire appel à monsieur, madame, tout le monde, qui ont un intérêt, qui en font un loisir, dans le fond, à participer à la recherche scientifique, là, en collectant des données ou en analysant ou en prêtant, dans ce cas-ci, les screensavers, là, à ce moment-là, ils traitaient les données de SETI pour essayer de repérer un signal. Là. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui étaient pas nés à cette époque-là ou qui n'ont pas participé, c'était un screensaver. Donc, quand ton ordinateur servait à rien, le screensaver partait puis utilisait la capacité de ton ordinateur pour faire des calculs, puis au fur et à mesure, il les envoyait à la NASA ou à l'organisme qui s'en occupait pour dire, regarde, voici, j'ai traité ces données-là, regarde s'il y a quelque chose que j'ai trouvé là-dedans. Là. Oui, et peut-être pour ceux qui ne savent pas, ben SETI, c'est le Search for Extraterrestrial Intelligence. Là, moi, exactement. Je sais pas l'accent anglais, là, mais dans le fond, la recherche de vie d'une intelligence extraterrestre. Exactement. C'est de là l'acronyme SETI. Fait que dans le fond, c'est qu'on prêtait notre ordinateur, les capacités de notre ordinateur à la recherche d'intelligence extraterrestre.
Puisque j'ai regardé l'article, là, puis il parlait qu'effectivement, les planètes étaient très proches de leur soleil parce qu'il disait que ça prenait environ 13 jours pour faire le tour du soleil. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des températures si hautes, entre 400 et 1000 degrés Celsius environ pour toutes les planètes qu'il avait trouvées. Oui. OK. Bon, donc on va revenir à nos moutons. On va revenir à nos moutons. Donc, on avait parlé la dernière fois d'observation du soleil. Donc là, de jour, comme de raison, surtout. Donc, on s'entend que c'est plus, vous êtes plus des oiseaux de nuit, vous autres. Tout à fait, parce que le jour, c'est ça, il y a le soleil qui est magnifique, là. Moi, j'adore observer le soleil avec tous les détails qu'on peut voir avec une lunette là, spécialement conçue là, pour l'observation solaire, mais il reste que c'est un objet que tu regardes. Là. Il n'y en a pas d'autre. Là. La nuit, tu as le choix. Donc, il y a des moments des moments dans l'année, des moments, des saisons particulières on peut observer différents phénomènes. Il y a des saisons qui sont mieux que d'autres. Donc, comment ça fonctionne un peu? Ben, je dirais pas nécessairement mieux, je dirais que c'est différent. C'est que dans le fond, là, pour que les auditeurs comprennent bien, là, c'est que il faut penser, par exemple, le jour. Si on regarde en direction du soleil, ben, derrière le soleil, il y a des étoiles qu'on voit pas. Comme présentement, au moment où on enregistre la chronique, là, si le jour on regarde le soleil, bien, derrière le soleil se trouvent les étoiles qui forment la constellation du Capricorne. Fait que, puis, soit dit en passant, là, c'est de là que viennent les signes astrologiques. C'est dans le fond la journée de ta naissance, le soleil se trouvait à cacher les étoiles de la constellation de ta naissance. Là. OK, ils sont comme alignés entre le soleil puis nous autres, ça fait une belle ligne droite, donc c'est ton signe astrologique. Oui, dans le fond, quand on regarde le soleil, il se trouve à être derrière. On dit que le soleil est dans le Capricorne. Comme moi, techniquement, la journée de ma naissance, le soleil était supposé d'être dans le Sagittaire. Mais avec les années, tout ça, ça a changé. Là. Le soleil il est rendu dans le signe précédent. Fait que la journée de ma naissance, là, véritablement, le soleil ne cachait pas les étoiles de la constellation du Sagittaire. Il cachait les étoiles de la constellation du Scorpion, qui est le signe précédent. C'est le même pour tout le monde. Donc, on vient de comprendre qu'on se fait avoir dans les journaux depuis quelques années. C'est ça, ils ont oublié de te mettre à la page. Oui, c'est ça. Fait que, comme le Capricorne finit le 20 janvier, puis on est dépassé le 20 janvier présentement, puis le soleil est toujours en train de cacher les étoiles du Capricorne. Okay. Fait que là, les étoiles, le jour, qui sont cachées derrière le soleil, si on va 6 mois plus tard, donc on fait une demi-révolution autour du soleil, hein, ça fait qu'on ne fait pas une révolution complète, c'est même une demi-révolution. Donc, on se retrouve de l'autre côté du soleil. Que là, maintenant, si on continue à regarder dans la même direction, là, le soleil n'est plus là, il est comme dans notre dos, si on prend l'image. Et là, on peut voir ces étoiles-là du Capricorne la nuit. Parce que là, maintenant, le soleil est couché. Quand on regarde dans cette direction-là, le soleil est dans notre dos. Fait que maintenant, on peut voir les constellations du Capricorne. Fait que dans 6 mois d'ici, on va pouvoir voir ces étoiles-là. Fait qu'à chaque saison, au fur et à mesure que la Terre tourne autour du soleil, mais il y a des étoiles que maintenant on peut voir, qu'on ne voyait pas en d'autres moments dans l'année. C'est pour ça que le ciel, il y a toujours un spectacle qui est toujours un peu différent. Je dis toujours un peu parce qu'il y a une partie du ciel qui reste inchangée. C'est des étoiles qui se lèvent jamais et qui se couchent jamais. Ils font juste tourner dans le ciel. On les appelle les circumpolaires. C'est des étoiles qui sont près dans le fond de l'étoile polaire. Tu sais, qu'on pense à les images, les photos qu'on voit parfois dans les livres, où on voit là, comme toutes les étoiles faire des cercles, des cercles concentriques, on voit plein de cercles, là, ils ont tourné toute la nuit. Là. Fait que ça, l'étoile qui semble ne pas bouger en plein centre, c'est l'étoile polaire. Puis près de ces étoiles-là, dont la Grande Ourse, ben, le fameux chaudron que les gens reconnaissent très bien, ben, si vous regardez, le chaudron, il est là toutes les nuits, puis ça, tout au long de l'année. C'est des étoiles qui se lèvent pas et qui se couchent pas. Donc, c'est comme des étoiles permanentes, on peut dire. Oui, si on veut. Mais les étoiles qui forment le zodiaque, par exemple, comme le Capricorne, le Sagittaire, la Balance, le Taureau, ça, c'est des étoiles qui, justement, vont
être visible à certains moments dans l'année et pas à d'autres moments. Fait qu'il y a une partie du ciel qui est visible seulement à certains moments de l'année. C'est pour ça que selon les saisons, on peut apprécier certaines constellations, certains objets célestes, puis en d'autres moments, on peut pas les voir. Fait que nous, d'une saison à l'autre, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. Puis c'est sûr, comme par exemple, si on regarde le ciel d'hiver est vraiment extraordinaire parce que le ciel d'hiver a plusieurs étoiles brillantes. Puis plusieurs sont concentrées dans un espace assez réduit. S'il y en a il y a plusieurs de vos auditeurs probablement qui se souviennent de la maison de production Orion. Oui. Les films commençaient Orion Pictures. Oui, avec les étoiles, là. Oui, c'est ça. Fait que le logo du film qui était animé au début du film, on voyait un logo animé et ça partait avec une constellation d'étoiles. Mais la constellation d'étoiles qu'on voyait au début du film, c'était la constellation Orion. Et ça, c'est une constellation qu'on peut voir seulement l'hiver. Elle est formée d'étoiles très brillantes. Elle est vraiment spectaculaire à regarder là, dans le ciel d'hiver. Ça, c'est comme l'étoile, entre autres l'étoile Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel de l'hémisphère nord. C'est une étoile qu'on voit l'hiver. C'est l'étoile qui est près de cette constellation-là, Orion, qui fait partie de la constellation du Grand Chien. C'est une étoile très, très brillante. Dans le fond, là, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Fait que quand on voit la constellation d'Orion, si on regarde un peu à sa gauche, on voit une étoile très brillante, c'est sûr, c'est Sirius. Ah, c'est fun, ça. L'hiver, y a-t-il des particularités comme... je pense qu'il y a une question de distorsion de l'image ou quoi que ce soit qui se passe moins que l'été? Oui, c'est qu'en fait, l'hiver, quand il n'y a pas de nuages, comme là, on a eu beaucoup dernièrement, quand il n'y a pas de nuages, c'est que l'air est très stable. L'air froid, l'air chaud, l'été, le soleil qui réchauffe les surfaces fait en sorte que on va avoir des régions sur le sol qui vont être réchauffées, va réchauffer l'air juste au-dessus, et cette air-là va créer une turbulence dans l'atmosphère. Fait que l'air, l'été, est moins transparent, il y a plus d'interférences que l'hiver, où on a un air très stable, quasiment cristallin. Fait que certaines nuits froides et secs, on voit le ciel est d'une clarté là, incroyable. Là. Et en plus, ce qui est quand même amusant de constater, la Lune va être plus haute dans le ciel aussi. Là. Fait que contrairement à l'été où elle est un peu plus basse, et c'est le soleil qui lui est un peu plus haut, mais l'hiver, là, c'est la Lune va s'élever un petit peu plus haute dans le ciel. Et particulièrement, là, on s'en vient, nous, bientôt, au moment où on enregistre, là, on s'approche d'une pleine Lune, qui va être aussi une super Lune, là, entre guillemets, là, où elle va être, à ce moment-là, très près de la Terre. Fait que ça reste toujours un beau spectacle à regarder. Là. Hey, je veux démystifier ça en passant, parce qu'en fin de compte, la fameuse super lune, tu sais, on voit tout le temps des images, là, j'ai tendance à dire exagérées, de la lune, là, qui est gigantesque au milieu du ciel, là. Oui. Elle n'est pas vraiment plus grosse, bien plus grosse, la lune. Ah non, c'est... Dans le fond, c'est... Moi, ce que je dis, c'est un non-phénomène. C'est que quelqu'un, à quelque part, ou un groupe de personnes qui ont commencé à parler de super lune. C'est vrai que la Lune est un peu plus proche que d'habitude, mais seulement que visuellement, si on ne le sait pas trop, on ne pourra pas s'en apercevoir que c'est une super Lune. En fait, si on veut voir quelque chose d'intéressant au niveau de la Lune, il y a la fameuse illusion de la Lune qu'on dit. C'est que la Lune, à l'horizon, paraît toujours plus grosse que quand elle est dans le ciel, tout en haut, là, dans le ciel. Okay. Là, elle a l'air toute petite, mais à l'horizon, elle a l'air plus grosse. Et ça, c'est une illusion très, très, très perceptible. Là. C'est bien plus intéressant que cette histoire-là de superlune. Et ce que les gens peuvent faire, c'est de regarder la Lune quand à l'horizon, là, juste à l'horizon, et de placer leur pouce au bout de leur bras, cacher la Lune avec leur pouce. Okay. Fait qu'ils vont voir la dimension apparente. Là, habituellement, le pouce couvre assez bien la Lune. Et là, elle paraît grosse. Et plus tard, dans la nuit, quand la Lune va être tout en haut de leur tête,
mais qui refassent l'expérience de la cacher avec leur pouce. Ils vont se rendre compte que la Lune a toujours le même diamètre apparent. Leur pouce permet de cacher la Lune. La même chose, c'est la même dimension. Quand on le compare à notre pouce, ça va être la même chose. Mais seulement que quand on regarde visuellement, on a l'impression que quand elle est à l'horizon, elle est plus grosse. Fait que ça, c'est une fameuse illusion qui est connue depuis longtemps. Il paraît que même les pilotes d'avion, on pensait que depuis le sol, l'illusion était là, mais peut-être pas nécessairement en avion, mais même en avion, l'illusion est tout aussi spectaculaire. Ben, je te dirais que ça doit faire à peu près le même effet que le soleil, qui nous paraît, mettons, une petite boule dans le ciel, mais quand il se couche, on dirait qu'il peut... il est beaucoup plus gros que la normale. Il couvre quasiment le ciel. Si on regarde avec une belle ligne plate, genre la mer, ou ça de même, on voit comme un très gros soleil qui est en train de se coucher. Là. Donc ça doit être un effet semblable. Oui, il y a vraiment un phénomène un peu plus compliqué que pour le temps qui nous reste, là, ben oui. Mais qui est dans la perception qu'on a du ciel, qui est légèrement aplatie, qui nous donne l'impression que la Lune est beaucoup plus petite quand elle est au-dessus de notre tête que quand elle est à l'horizon. Fait que c'est vraiment une question de comment notre cerveau traite l'information. Ah, c'est fun, ça. Donc, y a-t-il d'autres phénomènes qu'on peut remarquer selon les saisons ou le temps de l'année, à part le déplacement des étoiles? Oui. L'autre phénomène qui, lui, est tout aussi intéressant, c'est les pluies d'étoiles filantes. Fait que tout au long de notre voyage autour du Soleil, on va se mettre à croiser périodiquement, toujours au même moment de l'année, là, on va rentrer dans des nuages de poussière laissés par des comètes. Fait que les comètes voyagent autour du Soleil, puis sur leur chemin, ils laissent traîner là, dans le fond de leur poussière, ils perdent de la matière. Et nous autres, en passant sur notre orbite, on va traverser ces nuages-là de poussière. Puis on va les traverser toujours aux mêmes périodes de l'année. Fait que c'est ce qui nous permet de savoir qu'à un certain moment, on va avoir droit à une pluie d'étoiles filantes. Fait que ça, on le sait d'année en année, par exemple, les plus connus, les Perséides, c'est toujours dans la deuxième semaine d'août. Fait que à chaque fois, comme là, présentement, là, au moment où on enregistre, vers la fin il janvier. va falloir attendre, oui, on est vers la fin janvier, et là, il va falloir attendre, là, je pense en avril, vers la fin du mois d'avril, là, la prochaine, là, ça va être les lyrides qu'on appelle. Ça va être en avril. Fait que d'ici là, il n'y a pas de pluie d'étoiles filantes importantes. Mais c'est à chaque fois dans l'année, on le sait. On ne sait pas toujours à quel point la pluie d'étoiles filantes va être intense, intéressante à regarder. Mais on a quand même une petite idée parce que s'il y a une pleine lune ce soir-là, bien évidemment, ça va être moins intéressant parce que la luminosité de la lune va nous cacher un peu le spectacle, là. Fait que, tandis que quand on sait que c'est une nouvelle lune, fait que c'est une nuit complètement noire, ben là, c'est vrai qu'on va avoir la chance d'en voir plus. Mais on peut pas savoir toujours à quel point il va en avoir plus non plus. Mais des fois, il arrive à nous faire une approximation là, de dire cette année, on devrait en avoir beaucoup. Fait que on sait que c'est toujours, par exemple, à chaque année, à telle date, il va y avoir cette pluie d'étoiles filantes-là, à telle autre date, c'est cette pluie d'étoiles filantes-là. Ils ont tout un nom et toutes les dates on peut chercher sur Internet, puis on va avoir les dates de chacune des pluies d'étoiles filantes. Ça, c'est à chaque fois qu'on passe dans le nuage de débris des comètes, là, que c'est à ce moment-là que ça se passe. Puis là, ça dépend si on est tombé dans mettons que la comète a été sale cette année-là, ben on va avoir plus d'étoiles. Ouais, tu sais, la mécanique précise qui est en arrière de ça, j'aurais de la misère à l'expliquer, là, je l'ai jamais su, là, mais je sais que des fois, ils vont nous dire, on prévoit que ça va être vraiment, là, qu'ils vont en avoir beaucoup cette fois-ci, on devrait en voir plusieurs, on prévoit qu'on va voir 100 météores à l'heure ou des choses comme ça, là. Mais il y a d'autres fois, ils vont nous dire, on prévoit que ça sera pas nécessairement intéressant cette année, fait que en fonction de quoi, je sais pas trop comment ils s'y prennent là, pour faire ça, mais quand je cherche sur Internet pour voir d'année en année, tu sais, qu'est-ce qu'ils prévoient cette année, je vois qu'ils arrivent à comme estimer là, le nombre d'étoiles filantes par heure qu'on devrait voir là, à peu près. Là. OK. Donc, ils ont comme
peut-être des appareils qui mesurent la densité des débris ou quelque chose de même quand on s'en approche. Oui, probablement. Ils doivent utiliser une technique comme ça. Puis il y a des pluies d'étoiles filantes, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, c'est plus des morceaux qu'on va voir. Là. Fait que ça va vraiment être, là, en anglais, ils appellent les fireballs. Là. C'est que ça va être des points très, très lumineux. Au lieu d'être une simple étoile filante, là, ça va être un bolide. Fait que c'est tellement lumineux, là. Moi, j'en ai vu un, là, l'année passée, là. C'était extraordinaire. C'est comme, je croyais que c'était un avion au départ. OK. Là, je dis, voyons, cet avion-là, il y a une bonne lumière. Ça doit m'arriver en plein sur moi, hein. Ça doit être orienté vers moi, cette lumière-là, parce qu'elle est vraiment intense. Fait que je continuais à la regarder. Puis je la voyais se déplacer, puis à un moment donné, ça s'est fragmenté, puis toujours lumineux. C'est vraiment spectaculaire, là. Tandis qu'une étoile filante, c'est vraiment éphémère. Hein. C'est un grain de poussière, là. Ça se fragmente pas, là. Ça fait des ça petites fait juste. lignes. Ah oui. Mais c'est magique, là. C'est fun. Observer les perséides, par exemple, l'été, là, les gens courent après ça. À Mégantic, là, si les gens veulent aller voir au lac Mégantic, où c'est très noir, là, s'ils veulent aller contempler les perséides, ils vont voir le stationnement, il déborde, là, c'est plein de monde, là, c'est comme Noël. Là. Je veux dire, c'est un événement majeur. Là. Les gens apprécient le spectacle. Là. C'est vraiment très beau. Fait qu'on apporte notre liste de souhaits, puis on passe la nuit à regarder les étoiles. À toutes les prendre un après l'autre, nos souhaits. Ben, je pense que c'est un bon conseil que quelqu'un qui veut observer ces genres de phénomènes-là, il faut qu'il s'éloigne des grandes villes, donc automatiquement. Ah, ben, nous, en astronomie, c'est ça qui arrive. Hein. C'est clair que ça devient aussi des fois un problème quand on n'a pas beaucoup de temps. Là. Moi, personnellement, c'est ça que je trouve difficile des fois. C'est que si je veux aller là, observer puis apprécier un beau ciel noir, ben, je dois faire facilement 2 heures de voiture là, pour vraiment avoir un beau ciel noir. Fait que ça, c'est 2 heures de voiture. Là, on est la nuit, on observe, on finit d'observer peut-être, je sais pas, à 2-3 heures du matin. Tu as 2 heures de voiture à faire pour venir chez vous. Fait que c'est pas tout le temps là, facile. C'est mieux si tu as la chance de pouvoir coucher à l'endroit où tu es. Il y a des camps comme ça qu'on fait d'astronomie, où dans le fond, on se déplace à un endroit où c'est sombre, puis on passe la nuit là. Quand on a fini d'observer, ben, on dort sur place. Un camping d'astronomie. Oui, parce que on cherche justement des ciels noirs, puis compte tenu que si ça se passe la nuit, ben c'est ça, c'est plus pratique là, de pouvoir se coucher tout de suite après. Là, on n'est pas nécessairement disposé à prendre la route. Là. Et d'ailleurs, il y a chaque année, au lac Écho, là, on a au camping du lac Écho, on fait un rassemblement d'astronomes amateurs qui va nous où on va se retrouver là, dans un ciel noir, justement, là, à dormir sur place. Tout le monde monte leur camping, leur tente, là, puis tout le monde est en camping, puis on observe le ciel pendant, je crois que ça dure une semaine à peu près. Okay, tout le monde a sa tente, sa table à pique-nique avec son réchaud, puis son télescope. C'est ça, exactement. C'est le gros camping, là, ici au Québec, c'est l'événement là, astronomique, là, disons, au niveau du camping, là, c'est l'événement astronomique du Québec. Là. OK, ben merci beaucoup, François. Notre temps est pas mal écoulé. Donc, c'est un gros merci. On va se reprendre pour la prochaine pour la suite des chroniques. C'est parfait. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.